y a une plaignante qui disait, mais un moment, j'ai été ligoté sur ma chaise et ils m'ont mis dans l'ascenseur et ils m'ont envoyé à d'autres étages. On est là pour parler du coup du procès Ubisoft qui s'est déroulé la semaine dernière. En fait, plus précisément du coup du procès des 3 ex-cadres d'Ubisoft, hein, comme disait PA. Puisque ni l'entreprise ni son patron ne sont poursuivis, ce qui pose question. Hein. On va revenir longuement dessus. Du coup, nous, c'est Maud Bakers, l'avocate des plaignantes et des plaignants. Et du syndicat. Qui est plaignant également. Et Shakib Mataoui, qui représente le syndicat solidaire informatique Ubisoft, qui a un rôle très important dans l'histoire, parce que finalement, après les révélations de Libération et de Numérama à l'été 2020, d'ailleurs, il faut saluer leur boulot quand même dans cette histoire. Énorme boulot. Et pour du coup, vous avez lancé un appel à témoignage et qui a permis le dépôt de cette plainte. C'est ça. Voilà. Donc, plainte qui nous a conduit la semaine dernière au tribunal de Bobigny. Voilà, où en gros 3 ex-cadres d'Ubisoft, dont le numéro 2 de la boîte, l'ex-numéro 2 de la boîte, étaient poursuivis pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, et l'un d'entre eux pour tentative d'agression sexuelle. Oui. Voilà. Du coup, le procureur, on va revenir dessus, hein, mais toujours dans l'intro, le procureur a requis des peines entre 1 an et 3 ans de prison avec sursis, mais des amendes fermes. Je me plante pas. Oui. Je pars sur tout contrôle. Donc du coup, voilà, comment est-ce que c'était un peu le procès que vous attendiez? Qu'est-ce qui vous reste en fait pour un peu lancer la discussion, quoi? Qu'est-ce qui vous reste de ce procès? Je sais pas, toi, t'avais dit plusieurs fois, à la fois dans ta plaidoirie, puis tu me l'avais dit aussi, que finalement, t'avais jamais connu dans ta carrière un procès de ce type-là aussi sordide. C'est quoi un peu du coup tes sentiments, quoi, une semaine après la fin de ce... Écoute, mes sentiments une semaine après la fin du procès, on avait déjà une semaine. Ouais, c'était jeudi. Le temps passe vraiment très vite. C'est un double sentiment, c'est-à-dire le sentiment que le procès qui s'est réalisé a été fait dans de très bonnes conditions. La magistrate connaissait le dossier sur le bout des doigts. Elle a aussi bien donné la parole aux victimes qu'aux prévenus, et tout ça dans une humanité certaine, en faisant des pauses, notamment quand les prévenus n'étaient pas bien, et on le voyait, hein. Ils n'étaient pas bien, mais bon, ils étaient là, du fait de leur responsabilité. Oui, en effet, il y a quand même un côté extrêmement satisfaisant, parce que c'est assez rare qu'il y ait des personnes aussi haut placées dans les entreprises qui soient poursuivies pour ce type de délit. Il faut dire les choses. Les priorités pénales du parquet ne sont pas du tout de poursuivre l'école blanc. Hein, voilà. Donc la délinquance patronale est une délinquance qui est extrêmement peu poursuivie. Et là, je crois qu'on a fait un boulot d'enfer qui fait que, voilà, on avait quand même le DG, le numéro 2 d'Ubisoft. On avait le vice-président de l'édito qui est présenté comme un génie international du jeu vidéo. Et puis on avait une 3e personne qui est responsable de faits aussi graves, mais j'ai envie de dire, de son niveau, il y aurait pu en avoir 30 ou 40 de plus. Hein. Ouais. Parce que toute la problématique, c'est que le comportement de Serge Asquette et de Tommy François, en fait, ont eu cet effet de ruissellement sale sur tout le monde, et que finalement, il y a un certain nombre de managers toxiques chez Ubisoft, et même qui ont commis des faits visiblement bien plus graves, puisqu'il y a aussi des traces de procédures de viol dans ce dossier qui n'ont pas été poursuivies et qui n'étaient pas là. Et donc, c'est là que j'enchaîne sur mon 2e sentiment, c'est-à-dire que le premier, c'est un sentiment de satisfaction de l'audience telle qu'elle s'est déroulée. Mais le 2e sentiment, c'est un sentiment de frustration, puisque nous, quand on a décidé de porter plainte, il était très clairement établi dans toutes les consciences des plaignantes que la priorité était qu'Ubisoft soit à la barre.
Voilà. Parce qu'on estime que c'est de la responsabilité de l'employeur de répondre de faits aussi graves. Et le procureur de la République, qui a l'opportunité des poursuites, nous on dépose plainte contre des personnes, après c'est le procureur qui décide qui le poursuit, a décidé que la personne morale n'avait pas à être là. Il l'a évoqué un peu dans le cadre de ses réquisitions en disant que juridiquement ça ne se justifiait pas, alors que juridiquement ça se justifie totalement. Alors pour des questions qui seront un peu techniques et peut-être pas forcément très qu'on ne pourra pas expliquer forcément là, mais on n'en reste pas là puisqu'on a décidé de la citation directe est prête et elle va être délivrée contre le PDG, Ubisoft et une directrice des ressources humaines. Ouais, donc il y aura une suite, on espère. C'est sûr. On espère à ce procès. D'ailleurs, je n'ai pas précisé en intro, mais du coup, le délibéré sera rendu début juillet, c'est ça? Le 2 juillet, 13h. Donc voilà. Donc en attendant, il faut qu'on précise qu'il reste présumé innocent. Bien sûr. Oui. Voilà. pour qu'on n'ait pas un autre procès Ubisoft, mais cette fois contre l'UMA. Et du coup, Shakib, est-ce que tu peux revenir peut-être justement comment ça s'est passé en 2020? Maintenant qu'on a un peu fait le tableau d'intro du procès, voilà, rentrer un peu dans le cœur de la chose. Alors personnellement, j'étais pas encore chez Ubisoft en 2020. Moi, je suis arrivé en 2021, donc juste après les scandales et juste après l'appel à témoignage qui a été lancé par le camarade Marc Ruchelet. Donc il y avait toute une organisation qui s'est fait autour de la lecture, la prise en contact avec les victimes qui ont parlé et tout. Un des problèmes qui est jusqu'à présent dans ce genre d'affaires, c'est que les victimes ont du mal aussi à se prendre conscience de ce qu'elles ont subi. Donc, leur définir le fait d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, pour elles, parfois, ça a été normalisé aussi. Donc, au moment où elles ont pris conscience, ou que même elles l'ont pris conscience au moment des faits, et qu'elles ont eu l'occasion d'en parler, elles sont venues, elles en ont parlé, elles ont témoigné. Sauf que, bien sûr, on s'attendait à un plus gros nombre. Et c'est là où on a pris conscience que ce genre... Déjà, le nombre de cas qu'il y a est très grave. Ce qui a été dit par Libération et Numérama m'ont montré un nombre de cas et que c'était systémique. Il y avait tout un ensemble, en fait, toute une pression autour qui créait cette ambiance sexiste et d'harcèlement moral et qui permettait aussi à celle d'avenir. Et ensuite, la procédure a été de contacter justement Maître Becker, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut donner comme suite judiciaire justement à cela. Et nous, en tant que syndicat, de se poser la question justement de l'entreprise. C'est-à-dire on est une section syndicale, on est au sein d'une entreprise, comment on responsabilise l'entreprise sur ces cas-là? Surtout qu'on n'arrive pas jusqu'à présent, même après le procès, on n'arrive pas, en ayant entendu les débats, à clairement identifier où était Ubisoft à ce moment-là. Et quand je dis Ubisoft, c'est la personne morale d'Ubisoft qui est représentée par son PDG. Et c'est là la question qu'on cherche à résoudre, c'est qu'est-ce que Ubisoft, où était Ubisoft, où était Monsieur Guillemot dans tout ce procès-là. Et c'est pour ça qu'on continue, en fait, on veut donner suite à ce procès pour répondre à cette question, parce que les victimes aussi cherchent des réponses à leurs questions. On entendait souvent pendant le procès les victimes qui disaient on a remonté ça au RH, on a remonté ça à la DRH, et que finalement, pas grand-chose n'est bougé. Donc, rien. Malheureusement. Ouais, alors qu'il y a une obligation de santé et de sécurité au travail basique de la part de l'employeur, mais aussi de ses cadres, quoi. Oui. C'est-à-dire que après tout le système de défense des cadres a consisté justement à profiter de l'absence d'Ubisoft pour essayer de se décharger sur Ubisoft, mais le Code du travail prévoit bien évidemment que les personnes qui sont en charge, les managers et les personnes haut placées dans l'entreprise ont une obligation de sécurité également vis-à-vis des salariés qu'ils managent. Donc c'était une tentative plus ou moins fine de se déresponsabiliser, mais ça ne change rien du tout, évidemment, à leur responsabilité. Bien sûr. Mais ça posait surtout la question de justement qu'est-ce qu'un manager, parce qu'il y a le titre déjà qui les aliène vis-à-vis de ça, c'est VP, qui dit non, en fait, moi je ne manageais pas, c'était pas ma relation, c'était pas ma fonction. CCO, Creative Chief Officer, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'intitulé du poste de Serge Asquet, qui l'aliène dans cette position finalement on va dire, pouvoir au sein de l'entreprise. Qui est en surplomb, quoi, ça se voyait. C'est aussi. ça, que ce soit par ça, par son salaire, par ses comportements, par la place qu'il avait dans la société, les contacts qu'il avait avec le PDG. Mais il y avait ce truc qui était bizarre, c'est d'entendre
non, j'étais pas responsable de ça, c'était pas mon management. Moi, tout ce qui était côté relations et ressources humaines, c'était délégué au RH. Donc ça pose toute la question aussi de qu'est-ce que le management en entreprise. Ça repose cette question de nouveau, et surtout dans un secteur qui est extrêmement volatile comme le jeu vidéo. Ça bouge vite, tout change vite, et on entendait souvent justement cet argument de la pression qu'ils subissaient, que leur agenda est extrêmement rempli. Donc quand on entend tout ça, on se pose la question de est-ce qu'ils se rendaient compte est-ce qu'ils ont été responsabilisés sur leur fonction. Ouais. Mais alors, je reviens sur le recueil de témoignages, mais peut-être aussi on peut commencer aussi, va falloir parler un peu de l'aspect, je ne sais pas si tout le monde a lu tous les papiers, les enquêtes, etc., mais rentrer un peu, je ne sais pas comment, par quel bout prendre, mais rentrer un peu par les faits qui leur sont reprochés, quoi, qu'on se rende compte un peu de l'ampleur de la tâche, mais aussi notamment dans le recueil de témoignages, parce qu'il a fallu que des personnes... parle d'humiliation quotidienne, et du coup comment ça se passe aussi parce que il y a potentiellement des dizaines de victimes et à la fin il y en a moins de 10 qui se retrouvent devant le tribunal. Voilà, comment t'expliques, comment vous expliquez, vous tous les deux, le fait que entre des dizaines de personnes qui se disent victimes ou témoins, notamment sur l'enquête interne qui a suivi les révélations de Libé, comment vous expliquez que il y en ait si peu qui arrivent devant le tribunal, mais et aussi incidemment, c'est la gravité des faits, quoi. Comment ça a dû être très très dur de parler. Il y a deux raisons qui expliquent le nombre de victimes assez faible, le nombre de victimes déclarées assez faible. La première, c'est qu'on retrouve dans tous les réseaux, on va dire, où on se grille facilement, l'édition, la télé, le cinéma, le jeu vidéo. Attaquer son employeur ou des gens haut placés, ça veut dire que dans une potentielle embauche future, on apparaît comme celui qui est capable d'attaquer son employeur, et notamment au pénal, ce qui est très rare. Donc, ça veut dire qu'en termes de potentialité de pouvoir trouver un boulot plus tard, c'est pas forcément évident. Et puis Ubi, c'est la moitié du chiffre d'affaires du secteur en France, c'est presque la moitié des emplois. C'est 4 000 emplois, si je dis pas de bêtises, sur 10 000 dans toute la France. C'est presque la moitié des emplois dans le secteur, donc oui, c'est sûr que c'est... Voilà, donc c'est très très fermé. Donc pour ceux qui sont partis, il y a la volonté de ne pas se griller auprès du milieu, et puis ceux qui sont restés, on comprend bien le silence de ces personnes. C'est-à-dire que même si Serge Asquette, Tommy François et Guillaume Patrux ne sont plus dans l'entreprise, vu que le discours qui était porté autour de ce procès-là, médiatiquement par le syndicat et moi, c'était de dire que Ubisoft était également responsable de tout ça, et bien finalement, s'ils s'inscrivaient dans ce procès, ils s'inscrivaient aussi contre Ubisoft, puisque c'était quand même notre fond de discours. Et donc, les personnes qui restent chez Ubisoft, à mon avis, avaient très très peur de s'inscrire dans ce procès-là, puisqu'on attaquait aussi l'employeur. On a pu voir ça avec une des témoins qui s'est déclarée justement aussi victime pendant son témoignage. Oui, qu'elle était témoin à décharge. C'était étonnant comme scène. Ouais. C'était très étonnant, et d'autant plus que elle a été proposée justement de rejoindre les parties civiles. Bon, elle a refusé pour des raisons qui lui sont propres. Mais il y a aussi j'en ai parlé déjà d'autres choses. C'est comment on appelle ça ? C'est la prise de conscience d'être victime déjà. Et ça, le premier, parce que, pareil, si on va en parler à quelqu'un, on peut se retrouver, comme je vais dire un terme un peu jeune, on va se retrouver gaslighté. On va dire, non, mais c'est comme ça. Non, mais tu connais telle personne. Donc, même quand on parle en tant que victime, on va souvent se retrouver face à ce que nous, on surnomme le mur des RH. Mais il peut être aussi amical, ce mur. Il n'est pas forcément que dans l'entreprise. Il peut être les amis qui vont dire, mais tu penses à ta carrière, mais tu penses à plus tard. Il y a l'idée justement d'être blacklisté dans le secteur, vu que c'est un secteur très petit, où les emplois se font rares, et plus la pression monte, avec en plus l'IA on entend souvent que l'IA va commencer à remplacer des jobs, donc on va commencer à avoir peur de perdre notre emploi dans le jeu vidéo. Et à la passion des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, ça c'est très important, et donc qui veulent pas en fait quitter Ubisoft. Ils aiment la marque Ubisoft, ils aiment beaucoup la marque Ubisoft, donc ils ne se voient pas travailler dans un autre studio pour une autre marque, parce que c'est la passion d'une vie pour certaines personnes.
Et donc voilà, j'ai ça que j'ai en tête, mais il n'y a pas que. Hein. Il y a une remarque intéressante dans le chat de XNE4 qui dit qu'effectivement, c'est aussi une industrie qui emploie à peine 24% de femmes. Oui. Et... oui, ça c'est un gros problème. Comme aussi, une bonne part des victimes, c'est pas que des femmes, hein, mais parce qu'il y a aussi du racisme, de l'homophobie, etc. dans l'ensemble de ce qui est dans le champ du harcèlement retenu dans le procès. Mais oui, c'est pour toutes les femmes plaignantes, c'est aussi un autre frein. Et ça pose une question encore plus large, parce qu'on nous retorque le fait qu'il y ait moins de femmes dans l'industrie du jeu vidéo, voire même de la programmation et de la tech en général, par le fait qu'il y ait moins de personnes dans les écoles déjà. Et dans les écoles, pareil, déjà commence un peu cette ambiance. On a plein d'articles de presse ou autres, ou rapports, qui parlent justement du bizutage dans les écoles, qui parlent des soirées où il y a des dépassements, du harcèlement, voire des agressions ou pire dans les soirées de l'école, etc. Donc déjà, il y a cette chose qui fait qu'on n'est pas invité dans ce secteur quand on est une femme ou quand on est différent ou différente. Il y a ce truc de vous n'êtes pas les bienvenus. Ouais. Donc à ce moment-là, les personnes ne postulent pas. Et ça, encore avec toutes les pressions qui peuvent venir après, hein, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, etc. Mais déjà là, juste cette question-là, ça commence très tôt dans le parcours d'une femme, le fait d'être harcelée, de ne pas être même pas accueillie ni bienvenue dans ce milieu, ça pose la question plus tard de qu'est-ce que le rôle ensuite des entreprises qui, elles, aussi subventionnent, soutiennent les écoles et peuvent mettre une pression aux écoles et leur dire non, vous avez aussi, on peut vous mettre pression pour avoir des objectifs à atteindre en termes d'égalité homme-femme. Donc il y a aussi cette question. Et d'ailleurs, l'aspect bizutage, ça rentre complètement même dans la stratégie de défense, quoi. Quand, par exemple, il y avait cette histoire il y a une plaignante qui disait « Mais un moment, j'ai été ligotée sur ma chaise et ils m'ont mis dans l'ascenseur et ils m'ont envoyé à d'autres étages. » Et la défense de Tommy François, c'était « On le fait à tout le monde. Et on me l'a fait quand je suis arrivé, donc c'est normal. » Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que disaient vos camarades. C'est que, en fait, il y a une telle banalisation des actes de violence et d'humiliation déjà très tôt dans les écoles que on a l'impression que, comme le disait Tommy François au cours de tout le procès, c'est pour être fun, etc. Sauf qu'en fait, on oublie souvent que dans les actes d'humiliation de ce type-là, oui, il y en a un qui rigole, qui est finalement l'agresseur, ou celui qui harcèle, et puis il y a la victime qui rigole beaucoup moins et qui est humiliée. Et en fait, dire que c'est d'un commun accord qu'on se ligote les uns les autres sur des chaises, qu'on se met dans l'ascenseur, ou qu'on va s'embrasser sur la bouche lors de soirées, c'est vraiment le système du bizutage. Mais en fait, dans le bizutage, il y a la domination du plus puissant sur le plus faible qui vient d'arriver. Et là, c'est exactement ce qui se passe aussi dans cette entreprise. Et même quand les gens ont un certain nombre d'ancienneté, ils restent bizutés en permanence s'ils ne sont pas d'accord avec le groupe majoritaire. Nicolaos, que je défendais, est resté longtemps dans l'entreprise, mais il était élu du personnel, et donc il remontait les revendications. Ça ne plaisait pas, et bien il a été humilié pendant toute la période où il a travaillé là-bas. Il y a une culture du milieu, que ce soit de l'école et même des joueurs. Ça va jusqu'aux joueurs. Comme on le voit quand il y a des problématiques de harcèlement, de certains réseaux de joueurs, de sexisme vis-à-vis de certains journalistes féministes, etc. Enfin, le milieu est très impacté par le racisme, le sexisme. Ouais. Et une des défenses que j'ai pas du tout approuvée justement parmi les prévenus, ça a été que c'était la culture geek. Ouais. Ça alors on vient cette culture geek, elle est aussi vaste que la société. Donc elle contient aussi des propos sexistes et racistes que dénoncent aussi d'autres personnes de cette même culture. Donc elle n'est pas unie. Elle n'est pas unie, elle n'est pas homogène. Donc cet argument, moi, il m'irritait personnellement parce que je me disais, moi aussi, je suis de la culture geek, je fais pas les mêmes choses. Oui, on peut résister. C'est pas parce qu'il y a une majorité qui va mal se comporter qu'on est obligé de suivre.